Eh bien voilà, nous y sommes. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi Antoine. On Hello. va, on va attendre que les gens se connectent tranquillement et puissent nous rejoindre dans le webinaire. Et ben, pour celles et ceux qui sont déjà là, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les messages. Et puis voilà, comme d'habitude, j'ai envie de vous poser une petite question pour accueillir tout le monde. Aujourd'hui, on va recevoir Antoine de Crisp. Est-ce que vous connaissez Crisp? Est-ce qu'il y a peut-être certaines utilisatrices, certains utilisateurs ici? Dites-le nous dans le chat. On va attendre une petite minute tranquillement et puis on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comment ça va de ton côté, Antoine? Tout va bien, écoute, tout va bien, tout va bien. J'ai mis ma plus belle chemise aujourd'hui pour participer à ce webinaire, donc j'espère qu'elle plaira à l'audience. Voilà. Écoute, en tout cas, moi je la trouve top. Et puis vous avez un beau fond aussi, hein. Moi je me sens beaucoup plus traditionnel. Voilà, donc j'ai hâte de changer mon setup pour le prochain webinaire. Ça va être cool. Bonjour Aristide, bienvenue. Voilà, donc depuis là, c'est le fond depuis vos bureaux à Nantes, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, on a un studio dédié aux enregistrements. On fait beaucoup de travail justement vidéo pour accompagner nos utilisateurs et faire en sorte qu'ils soient autonomes. Donc, ouais, ça fait partie de la stratégie. Et donc là, typiquement, le prochain gros dossier, c'est le tournage des vidéos pour les partenaires. Ouais. On va Ok, essayer de faire une plateforme dédiée à l'onboarding des partenaires en libre service pour que nos partenaires puissent par eux-mêmes commencer à s'acculturer la solution, comment la ouais, c'est commercialiser. ça exactement, aux tenants et aux aboutissants d'une plateforme comme la nôtre. Voilà. Ouais, trop bien, ça c'est hyper clé, hein, le contenu vidéo libre service pour l'onboarding partenaire, même client, même pour de l'acquisition aussi avec de la formation métier en amont, c'est des choses qui marchent bien. Mais ce n'est pas le sujet du jour, on pourra en reparler plus tard. Moi, ce que je te propose, Antoine, c'est de commencer notre échange. Allez, vamos. On va vous parler de comment Crisp génère 210 millions d'utilisateurs mensuels actifs grâce à sa stratégie omnicanal. Donc le sujet du jour, c'est vraiment l'omnicanalité au service de notre croissance. On va être ensemble pendant une demi-heure. Je vais revenir sur le plan dans quelques secondes. Mais avant tout, on va commencer par le commencement. Et Antoine, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Ouais, comme écrit sur le slide, je m'appelle Antoine. Je m'occupe de toute la partie marketing chez Crisp. Historiquement aussi, du coup, j'étais le premier employé sur tout ce qui a trait aux ventes et aux partenariats. Donc voilà, c'est moi qui ai structuré toute cette partie-là de l'entreprise. Et puis maintenant, on commence à structurer un peu les différents départements. Donc, Romain nous a rejoint sur la partie sales et partenariat. Léo travaille avec moi sur le marché français pour tout ce qui a trait à la stratégie de contenu qu'on est en train de déployer. Et puis moi, aujourd'hui, j'ai aussi un peu entre tous ces départements-là pour essayer d'aider comme je peux ces différentes, ces différentes actions. Ouais. Et donc voilà, je suis basé à Ok. Nantes et comme le reste de l'équipe, enfin d'une partie de l'équipe, en tout du moins. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez impressionnant chez Crisp, c'est que déjà, vous êtes une équipe à taille humaine, mais avec une dimension client déjà qui est digne d'une structure beaucoup plus importante. Il y a des clients pour lesquels on travaille qui sont déjà une centaine de collaboratrices et collaborateurs et qui ont autant d'utilisateurs et de fonctionnalités que vous. Donc déjà, bravo à votre équipe pour ça. Comme quoi, Merci c'est Simon. possible en France de faire déjà du Made in France, du bootstrap et avec des équipes à taille humaine. Donc, chapeau pour ça. Et ça va introduire le sujet du jour. De mon côté, donc, je suis Simon Lagadec, cofondateur de l'agence Make the Grade. Donc, on se définit comme une agence experte en conseil de stratégie digitale avec 3 expertises fortes. Notre mission, c'est faire de l'accompagnement d'entreprises B2B, B2C dans leur croissance. On fait gagner des clients, mais on fait aussi de la fidélisation et du développement des revenus sur les clients existants grâce à du web design, c'est-à-dire qu'on réfléchit et on conçoit des sites internet de conversion. Il faut qu'ils soient les premiers apporteurs d'affaires des entreprises. On a une expertise de marketing. Sur ces supports de conversion, on attire des audiences cibles, les femmes et les hommes avec qui on veut et on peut travailler. On génère des contacts, on les éduque et on les rend acheteurs.
Et notre troisième métier est un métier de développement des revenus à l'aide de la technologie. Donc, ça consiste en l'intégration de CRM, à la gestion de la donnée, automatisation marketing, commercial. Et pour exploiter ces trois métiers, on est partenaire d'une solution dont on ne parlera pas aujourd'hui, parce que l'idée, c'est plutôt de parler de CRISP, qui s'appelle le CRM HubSpot. Mais il y a quand même des synergies qui sont possibles en termes d'écosystème d'outils entre Tout les à fait. solutions et HubSpot. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est pour ça qu'on va introduire la logique omnicanalité avec cette approche. Alors, brièvement, le programme qui nous attend. On va être ensemble pendant une demi-heure de présentation, Antoine et moi, qui s'en suivra 15 minutes de questions-réponses. Donc, on va aborder dans un premier temps la manière dont on peut augmenter notre chiffre d'affaires en devenant une entreprise omnicanale. On va poser les bases. On va expliquer dans un temps 2 la stratégie omnicanale, qu'est-ce que c'est, et puis on va vous donner 3 leviers à exploiter que vous pourrez faire directement après cette masterclass dans vos entreprises pour embarquer sur le sujet et faire de la croissance. On est vraiment dans une approche très business pour le coup. Et enfin, comment on pilote tout ça avec 6 exemples de statistiques à suivre chez vous pour pouvoir piloter à la fois votre développement des revenus basé sur l'expérience client. Nous sommes accompagnés de Maude, qui va être la modératrice de notre échange. Elle va vous poser des petites questions, des petits sondages lors de nos échanges avec vous. N'hésitez pas à y répondre. N'hésitez pas à remonter vos questions aussi en temps réel, parce qu'on se basera sur vos questions dans le chat pour faire monter Maude à la fin sur scène. Et puis, on répondra à chacune de vos questions avec grand plaisir. Et je remercie Livestorm en conclusion, qui est notre partenaire technique pour ce webinaire. T'es chaud, Antoine? Allez, let's go. Let's go. Donc, on va commencer par le commencement. Comment on augmente son chiffre d'affaires en devenant une entreprise omnicanale? Donc, je vais juste réintroduire le sujet avec une étude de Forrester qui est sortie. Donc, Forrester, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte de conseil anglaise. Ils sont 2200 à travers le monde. Enfin bref, c'est une multinationale basée sur le conseil du développement des revenus en entreprise. Tous les ans, ils sortent une étude et l'étude de 2022 a montré que les entreprises qui placent vraiment l'expérience client au cœur de leurs préoccupations voient des multiples apparaître en termes de développement du chiffre d'affaires. Donc en fait, ça joue sur tous les tableaux, ça augmente la notoriété de votre marque, la satisfaction de vos collaboratrices et collaborateurs en interne. Donc, s'il y a moins de turnover, ça coûte moins cher. Il y a aussi une meilleure réponse client. Enfin bref, je vous laisse lire, mais vous avez compris l'idée. Baser l'expérience client au cœur de sa stratégie de croissance, aujourd'hui, c'est un indispensable. Ouais. Et au final, c'est assez génial parce que tu te dis, enfin, c'est pas forcément intuitif de te dire que ton expérience client va impacter ton taux de rétention employé et ton taux de, on va dire, de satisfaction employé. Mais en fait, ça a du sens parce que si les clients sont contents de l'expérience qu'ils ont avec ta marque ou ton produit, du coup, ça veut dire que tu as moins de problèmes à gérer peut-être au support, donc moins de charge mentale pour tes employés. Et du coup, in fine, un employé qui est plus heureux de venir travailler aussi le matin, quoi. Carrément, hein, sur 10 clients que tu délivres, si tu en as un qui est insatisfait, je peux te dire, il va te prendre toute ta charge mentale. Donc, effectivement, si on peut éviter ça à nos membres, c'est du pain béni. Et puis, il y a le côté satisfaction. On travaille pour avoir du sens aussi dans ce que l'on fait. Donc, si on a de l'impact sur ce que l'on délivre et que les clients nous le disent, là aussi, c'est beaucoup de réassurance au quotidien. Donc, on va commencer, Antoine, par réexpliquer qu'est-ce qu'on entend par expérience client omnicanal, parce que ça va être vraiment le cœur du sujet. Moi, sur cette slide-là, j'ai mis ma définition du sujet, mais ce que je te propose, c'est que tu puisses me donner ta propre définition, ta propre vision du sujet avec tes mots, puis je te compléterai en fonction. Ouais. En fait, l'omnicanalité, elle vient d'un enjeu qui est lié à la multiplication des points d'interaction qu'ont les marques avec leurs clients ou leurs clients potentiels, donc en avant-vente. Elle est en fait une évolution, et je crois qu'on va le voir par la suite, d'un modèle qu'on a tous beaucoup pratiqué, qui est le multicanal. Où en fait, le multicanal, lui, consistait à dire, peu importe le message et on va dire le canal, je t'envoie une information. Aujourd'hui, l'omnicanalité tend à être capable de centraliser, à mon sens, les informations au sein d'une seule et même source de vérité,
qui permet du coup de casser les silos internes liés aux différents départements des entreprises, par exemple, mais également aussi tout ce qui a trait aux questions de revenus, pour proposer une expérience qui corresponde à chaque personne, à chaque profil de client ou de prospect, peu importe le canal. Puisque en fait, c'est ça l'omnicanalité, c'est d'être capable de pouvoir proposer à un consommateur, fonction de son canal et fonction peut-être de sa maturité également aussi, un message qui va convenir à ses besoins. Et c'est comme ça que moi je le vois, à savoir que l'omnicanalité induit également aussi une capacité à jouer entre le monde virtuel et le monde physique. Ce qui est extrêmement compliqué, mais qui reste un vœu pieux, on va dire, parce qu'il y a quand même très peu d'entreprises aujourd'hui qui sont capables d'arriver à cette vision, entre guillemets, pure et parfaite de l'omnicanalité. Tu vois, des pure players, enfin des gros acteurs retailers, hein, si on regarde le monde du e-commerce comme Decathlon, sont incapables aujourd'hui, ou de façon très complexe, de faire un lien entre une visite sur un site web et un parcours en magasin, par exemple. Tout à fait, ça c'est le cœur du sujet, parce que le bénéfice amené par l'omnicanalité, c'est qu'en fait, on va créer plus que des bandes passantes entre nos différents canaux, on va créer vraiment une expérience collective. Le bénéfice, c'est qu'en fait, on va donner le choix à nos clients, à nos prospects, sur qu'importe leur stade dans le parcours d'achat, de la porte d'entrée qu'ils vont emprunter vis-à-vis de notre entreprise et de notre marque. On aura toujours une réponse, on aura toujours un maximum de fluidité, de simplicité pour qu'ils puissent accéder aux informations qu'ils recherchent. Et puis, on va leur laisser aussi de l'autonomie. Donc, Ouais. pour te compléter, mais tu l'as dit, l'omnicanalité, c'est en fait, on va augmenter le nombre de touches où on va en fait connecter notre marque et sa promesse, ses produits, ses services avec notre base de prospects et de clients. Et il y a un effet mécanique, un biais cognitif humain qui s'active là-dedans, c'est que plus on a de touches avec une personne, plus on va être ancré dans sa tête en fonction de ces projets qu'on va pouvoir délivrer. Et le but du jeu, c'est ça, c'est vraiment d'aller amener nos marques dans leur esprit à travers les Ouais. différents canaux qu'on peut utiliser. Bon, nous, coup de bol chez Crisp, on ne fait pas d'événements physiques. Donc, c'est un peu plus facile pour traquer les choses. Bien qu'on arrive quand même à se casser la tête sur quelques éléments. Ouais. Voilà. Et puis là, pour celles et ceux qui reviendront, on vous enverra le support présentation après la masterclass. Vous avez les différentes étapes du parcours de conversion type d'un prospect puis d'un client. Donc, vous pourrez revenir dessus et puis faire un mini audit de ce que vous faites aujourd'hui pour les accompagner à chacune de ces phases. Je vais dire un petit peu plus loin pour chacune de ces phases les différents supports sur lesquels vous pouvez vous appuyer afin de sublimer cette expérience client que vous leur proposez. Donc là, on a reposé les bases. OK, l'omnicanalité, d'où ça revient. Maintenant, on va vous expliquer, on va reprendre 3 leviers que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour travailler sur cet axe-là. Voilà. Alors ça, c'est la première slide. Avant d'amener les 3 leviers, je voudrais ramener l'organisation de nos entreprises. Parce que on doit adopter une certaine organisation, un certain organigramme dans nos entreprises si on veut avoir une stratégie omnicanale efficace et cohérente. Et je vous invite vraiment à vous intéresser à la logique d'organisation en volant d'inertie que j'ai francisé. Mais si vous voulez vraiment faire votre veille avec les contenus anglophones qui vont bien, c'est une organisation en flywheel que ça s'appelle. Et l'idée, elle est simple. Tu en as parlé, Antoine, c'est de casser les silos entre nos entreprises. On a des pôles, des équipes structurelles dans nos entreprises, l'équipe marketing qui est là pour attirer des cibles et générer des opportunités. On a l'équipe de vente qui va être là pour les activer et puis commercialiser. Et on a l'équipe support client qui va être là pour accompagner les onboarding, développer les revenus sur la base de clients existantes, faire en sorte qu'il y ait de la rétention, etc. Et en fait, chacun de ces métiers, traditionnellement en France aujourd'hui, travaillent indépendamment les uns des autres. Donc en fait, si par exemple je veux un outil marketing, je vais faire une recherche Google et je vais avoir mon outil marketing, ainsi de suite pour chaque service. Et l'idée, c'est de se dire, OK, on arrête de cloisonner un petit peu tout de manière inconsciente ou hyper assumée et on va aligner tout ça. Et on va l'aligner du coup avec ce volant d'inertie. On va vous donner des exemples pour le faire juste après avec les 3 leviers. Et là, vous avez une petite illustration qui vous présente sur les différents stades de maturité de vos prospects, les différents canaux qui s'offrent à vous pour que vous puissiez répondre à leurs enjeux en fonction des phases de maturité,
Donc, ça part de l'acquisition marketing, ça passe par l'activation commerciale, mais ça va aussi jusqu'à délivrer. Donc voilà, ça repose les bases. Ce qu'il faut retenir, c'est arrêtons d'avoir les entreprises structurées en entonnoir. Exemple, le marketing envoie des listes de contacts aux vendeurs qui passent des calls et en fait sont dans une approche intrusive. Et soyons plus synergiques, faisons en sorte d'arriver avec des approches permissives du point de vue de nos prospects et nos clients. Et ça, on va y arriver avec une stratégie omnicanale cohérente. Pour compléter ce que tu dis, Simon, sur l'étape assister et croître, tu vois, on parle de forum communautaire. Le forum communautaire, il va être intéressant et on peut prendre l'exemple de la FAQ aussi qui est globalement identique et souvent pas optimisé. Tu vois, aujourd'hui, un forum communautaire, ça va permettre certes d'accompagner tes utilisateurs existants, mais en fait, du fait de son indexation dans les moteurs de recherche, ça va te permettre également aussi de répondre à des questions que des prospects pourraient se poser. Et c'est la même chose pour ta FAQ. Le problème du forum communautaire, c'est que tu ne maîtrises pas comment les contenus sont créés, à contrario de la FAQ. Et donc, l'intérêt de travailler en fait une FAQ avec justement une recherche de mots-clés, comme tu pourrais faire pour tes pages de vente en matière de référencement naturel, bah, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir de fait générer de la visibilité pour tes utilisateurs existants depuis les moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'aller sur ton site pour trouver une réponse à leur question, ils peuvent la trouver dès Google, dès leur moteur de recherche préféré. Mais également aussi répondre à des questions pour tes prospects qui se posent peut-être, qui ont besoin d'informations complémentaires par rapport à des fonctionnalités que toi tu pourrais apporter ou des services que tu pourrais apporter. Et en fait, comme tu leur apportes cette réponse, ben, ils n'ont pas besoin de te contacter. Donc du coup, au final, ça accélère aussi le cycle de vente. Et donc au final, ce assister et croître, il arrive du coup également aussi à impacter le atteindre et engager. Et c'est comme Ouais. ça, du coup, que tu crées ton volant d'inertie, en fait, en créant des boucles vertueuses ayant un impact sur l'ensemble du cycle de vente. Exactement, et tu as raison dans ce que tu dis, hein. Tu as parlé de beaucoup de contenu libre-service qu'on propose à nos prospects, à nos clients. En fait, plus on a de contenu libre-service qui va répondre à des problématiques ou des questions, problématiques métiers pour l'acquisition marketing et problématiques utilisation outils pour le côté fidélisation, plus en fait, effectivement, tu vas augmenter tes revenus, mais aussi réduire tes cycles de vente. Je suis complètement convaincu de ça. On le voit dans les chiffres. Et voilà, donc arrêtons de cacher nos contenus derrière des formulaires, arrêtons de vouloir planquer tout ce qui a de la valeur ajoutée pour nos prospects et nos clients. Faisons l'inverse et on verra une augmentation des demandes de devis et de signature de nouveaux Je clients. partage tellement ce constat, Simon. Je suis désolé de voir qu'il y a encore des boîtes qui échangent des livres blancs contre des emails et ça me paraît tellement aberrant. Enfin bref, c'est une autre discussion, mais ouais, On est en je suis phase. d'accord avec toi. Ouais. Alors, le levier numéro 1, qui est sans doute le plus important, parce que c'est la réponse opérationnelle à cette organisation en volant d'inertie, en flywheel, c'est d'avoir un CRM centralisé et performant. J'insiste bien sur l'aspect centralisé. Je vois encore aujourd'hui beaucoup trop d'entreprises qui ont un CRM et qui ont des outils dispersés à gauche, à droite, de partout. Moi, je suis un fervent défenseur de la centralisation des outils, des utilisateurs sur ces outils et donc des données. C'est là où on va vraiment pouvoir développer la croissance en se basant sur les actions comportementales qu'on va pouvoir acheminer dans le CRM sur nos prospects et clients, etc. Et je crois savoir, Antoine, que vous êtes en train de développer votre propre CRM sur Crisp. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots justement? Pourquoi le CRM arrive maintenant? Quelle est un peu la vision par rapport à ça? En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est pas développer un CRM dans le sens gestion du cycle de vente. Parce qu'en fait, c'est un métier qui est trop compliqué. En revanche, la vision qu'on a et celle qu'on a été capable de récupérer, entre guillemets, auprès de nos utilisateurs existants au travers d'entretiens que moi j'ai menés, c'est qu'en fait, il y avait certains manques dans le produit. Tu vois, aujourd'hui, appeler notre brique de CRM, un CRM, c'est un peu survendu. Moi, je l'appellerais plutôt gestion de contact, puisqu'en fait, aujourd'hui, typiquement, on n'a pas de vue entreprise. Donc ça, on est en train de travailler actuellement sur le sujet pour créer une vue entreprise et être capable d'avoir une vision de l'état de santé des personnes qui te parlent, peu importe leur stade dans leur cycle de vie. Et puis,
L'autre enjeu, et tu l'expliques bien dans l'étape 3, et moi je pense que c'est la vision que doivent avoir demain les entreprises, c'est une ouverture sur les fonctionnalités, les données à disposition, que ça soit en récupération ou en envoi de données. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir se synchroniser avec les plateformes qui sont les leaders sur leur marché, à savoir par exemple des HubSpot, des Pipedrive et consorts, pour permettre d'aller récupérer des informations concernant peut-être des deals en cours ou des informations monétaires, pour qu'à chaque fois qu'une personne envoie un message à une équipe, peu importe le canal, hein, puisque on va pouvoir centraliser plus d'une dizaine de canaux de communication, et ben en fait, on sache à qui on a affaire. Et c'est ça, toute la vision, c'est de créer des briques, en fait, permettant facilement à n'importe quelle équipe de pouvoir synchroniser les informations entre différentes plateformes, plutôt que de viser un tout en un qui fait plein de choses, mais qui peut-être fait pas tout très bien. Nous, ce qu'on veut, c'est faire quelque chose de très bien sur un segment et aller pouvoir facilement s'interconnecter avec les autres. Ok, très clair. Je pense que c'est la bonne vision. En tout cas, ouvrir l'API, c'est un indissociable. Ce qu'il faut retenir ici dans ce premier levier, c'est un CRM, c'est vraiment le réceptacle de toute la donnée. C'est ce qui va nous permettre de déployer notre stratégie omnicanal via justement la synchronisation de ce CRM-là avec des outils tiers, soit déjà natifs dans le CRM, soit comme tu l'indiquais, il y a la marketplace qui est associée et on va aller se greffer au segment que nous avons besoin pour déployer. Ouais, Donc, c'est ça l'idée. Voilà, ouais. CRM sur mesure par rapport à votre métier. Ouais. Vous prenez un CRM cloud, c'est très bien. On oublie les ERP métiers qui sont un petit peu trop figés, voire qui ont les API fermées. Et ensuite, on passe au levier 2 que tu vas nous présenter Ouais. maintenant, Juste Antoine. pour terminer sur le premier point, Simon, ce qu'il faut que les personnes qui assistent au webinaire comprennent, c'est que nous, en fait, on va capitaliser sur les écosystèmes matures et existants pour grossir. Puisqu'en fait, on va se différencier très fortement sur certaines fonctionnalités qui, chez nous, seront plus développées que ce que proposent ces gros acteurs qui font tout, mais qui ne font pas bien forcément tout en profondeur. Et grâce à ça, on va attirer des utilisateurs, on va venir drainer des utilisateurs depuis ces grosses plateformes vers notre solution parce que très différenciant en termes de fonctionnalités, de tarifs et d'expérience utilisateur également aussi. Donc voilà, c'est les 3 points qui vont nous permettre en fait d'aller drainer ces nouveaux utilisateurs depuis des plateformes matures, ce qui nous permet du coup d'éviter d'avoir à dépenser des sommes astronomiques en termes d'acquisition également aussi. Voilà. Ouais, très juste. Et là aussi, c'est une culture française. On mise beaucoup sur l'acquisition et en fait, surtout avec le contexte économique actuel, basé sur l'expérience client, ça va nous permettre vraiment de jouer sur de plus nombreux tableaux. Ouais, tout à Euh, fait. Justement, en parlant d'expérience client, est-ce que tu peux nous expliquer chez Crisp, qu'est-ce que vous mettez en œuvre, comment vous fonctionnez pour délivrer l'expérience client la plus personnalisée possible et la plus fluide possible? La première chose que tu expliques, toi, en effet, c'est cet aspect-là, support client. Nous, on propose un service client disponible H24 et 5 jours sur 7 depuis le chat ou l'email. Et ça, c'est important de le savoir, c'est qu'on fait que du support par chat ou par mail. Pour des questions de scalabilité. On ne peut pas faire du téléphone avec tous nos clients parce que le téléphone, c'est une personne qui parle à une personne pendant un temps donné. Et pendant ce temps-là, notre équipe de support ne peut pas gérer d'autres conversations. Donc, il y a une logique aussi de performance derrière tout ça. Quand tu dis 24, 5 jours sur 7, je sais pas, moi, si quelqu'un vous contacte à 2 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? J'imagine que vous n'êtes pas au bureau. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez une démarche qualité pour revenir vers lui sous X temps? Ou est-ce que Non, il y vous a avez... vraiment quelqu'un. En fait, on a des équipes qui sont réparties entre les Philippines, l'Italie, la France, du coup, pour l'équipe Core basée à Nantes, le Portugal, le Mexique, le Chili et le Salvador. Et donc, en fait, si tu nous contactes à 2 heures du matin, heure française, en fait, au Mexique, il sera peut-être que 17 heures. Et à contrario, aux Philippines, peut-être que le jour va se lever. Donc, voilà, c'est des logiques comme ça où on suit en fait le soleil pour que à chaque fois que tu as une question, des réponses dans les 2 minutes max. Et ça, l'expérience client, c'est très différenciant. C'est aujourd'hui un élément très fort de différenciation vis-à-vis des concurrents qui, eux, mettent 48 à 72 heures à apporter
une réponse, un premier message, tu vois. Nous, Ouais, on a un premier message en moins de 2 minutes. ok, donc l'instantanéité qui est primée ici. Ok. Voilà, Je crois exactement. que vous menez des démos, mais en Ouais. 2 niveaux, c'est en fonction de la phase de maturité des prospects que vous avez en face. Comment ça fonctionne exactement? En fait, tout part du site web, hein. On met pas, comme tu peux le voir là comme vous pouvez le voir sur le screenshot qui a été mis, on a un petit bouton demander une démo. Il est accessible uniquement tout en bas du site parce qu'on veut s'assurer que les gens qui cliquent sur demander une démo soient des gens qui ont fait un minimum d'efforts de recherche dans le produit déjà. Ça nous permet du coup d'éviter d'avoir à gérer toutes ces demandes de démo qui sont pas forcément toujours très qualitatives, où les gens arrivent un peu en touriste, tu sais, sur un rendez-vous commercial, ce qui est toujours un petit peu agaçant pour une personne qui doit gérer ça. Et puis, c'est pas fini, puisqu'en fait, au cours du processus de qualification, on va mesurer la temporalité d'intention d'achat. On va mesurer également aussi la taille de l'entreprise. Et puis, enfin, on va mesurer un troisième point. Et en fait, l'ensemble de ces facteurs-là vont nous permettre de décider si oui ou non il y a un intérêt à ce que ce soit un rendez-vous un à un. Donc, c'est-à-dire typiquement moi avec enfin, une personne en recherche d'informations. Ou alors, si au contraire, ça va être un webinar qui va regrouper 10, 15 personnes. Et donc là, c'est des webinaires hebdomadaires qui sont tenus. Et donc, on propose des webinaires en 4 langues différentes, Ok. puisque en Et vous, fait, une fois que la qualification est faite, on assigne les prospects en fonction de la localisation géographique. Donc, moi, aujourd'hui, je gère toute la partie Asie-Pacifique. Romain, lui, va gérer toute la zone Europe. Et Pedro, lui, va gérer la partie Amérique latine, par exemple. Ok, très clair. Et imaginons sur ces démos collectives où les prospects sont moins chauds, est-ce que vous avez une boucle de nurturing automatisée derrière ou est-ce que vous attendez au petit bonheur la chance finalement que des personnes puissent souscrire par la suite? On a des follow-up automatisés. Ok, Mais ça, c'est des pistes d'amélioration, honnêtement, qu'on n'a pas développé encore avec tout ce qui a trait aussi au travail sur les opportunités perdues, qu'on arrête totalement de travailler aujourd'hui. Donc, ouais, non, on est loin d'être parfait sur ces sujets-là. Il y a encore énormément de choses qu'on peut développer. On commence à le faire un petit peu avec Crisp. Donc, ça, c'est cool. Tu vois, on utilise Crisp pour améliorer les performances de Crisp aussi. Et voilà, ouais. ok. Bon, en tout cas, vous en avez sous le pied, donc c'est top. Ouais. Et Là, puis, comme tu... juste le dernier point qui était l'aspect multilingue aussi, qui impacte aussi énormément dans l'omnicanalité, puisqu'en fait, notre site web, il est traduit dans 11 langues. Et du coup, ça nous permet de nous adresser aussi à d'autant plus de marchés, mais aussi du coup de s'adapter aux attentes de nos utilisateurs. C'est plus agréable pour un client quand il parle turc, par exemple, d'avoir un site web en turc. Et c'est identique dans le produit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le produit est également traduit dans 14 langues, lui. Et tout comme la chatbox qui est elle traduite dans plus de 50 langues, le helpdesk également aussi. Enfin voilà, il y a toute une logique de traduction qui est mise en place pour des questions d'expérience client, encore une fois. Voilà, et de culture aussi, parce que forcément, les cultures business changent d'un pays à un autre. Du coup, les problématiques peuvent évoluer aussi en fonction de certains aspects sectoriels, donc vous personnalisez par rapport à ça. Donc tout ça étant dit, ça permet d'amener le troisième levier qui est donc du coup pouvoir faire gagner, et tu en as parlé déjà, un maximum d'autonomie aux clients. Oui, on va leur proposer les différentes portes d'entrée, ils vont toquer à celles qui les intéressent en fonction de là où ils sont. C'est aléatoire en plus de ça. Il faut toujours faire en sorte qu'ils aient un maximum d'autonomie par rapport à leurs demandes et que ce soit simple, quoi. Yep. Donc, vous utilisez l'ensemble de ces canaux-là. Il y en a certains qui sont un peu plus limpides pour tout le monde. Est-ce que tu peux m'expliquer, tiens, par rapport à WhatsApp et par exemple tout ce qui va être SMS, que c'est les choses que vous faites aujourd'hui? Ça peut être un peu plus récent dans la manière de parler à Ouais, une relation B2B, au ouais, tout à moins sur fait. France. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bah, je pense que c'est le futur, tout simplement. En fait, aujourd'hui, une personne sur deux en France a WhatsApp d'installer sur son téléphone. Donc, ça semble essentiel que les entreprises s'y mettent également aussi. En France, on est complètement en retard sur le sujet, en Europe également. Euh, En revanche, au Brésil ou en Asie, c'est impensable de faire du support client sans WhatsApp, par exemple. Donc,
Donc voilà, c'est aussi savoir s'adapter aux attentes et aux comportements du marché. Moi, j'ai milité énormément chez Crisp pour qu'on ouvre ce canal WhatsApp depuis de nombreuses années. On a réussi enfin à devenir officiellement tu vois, les revendeurs de l'API WhatsApp. Donc ça, c'est une vraie satisfaction pour nous. Et il en va de même pour Insta, pour Messenger et pour les mails également aussi, qui sont des canaux de communication importants. Nous, aujourd'hui, en fait, on fait du support majoritairement par chat et par mail. On a les canaux Instagram, Messenger, WhatsApp de positionner parce qu'on a besoin de faire des tests de temps en temps. Et donc, si vous voulez, là, vous pouvez aller sur le Insta de Crisp et envoyer un petit message dans les DM. Et en fait, on le recevra dans la boîte de réception. Ça va nous permettre par la suite, pas pour nous en tout cas, mais pour certains de nos clients, tu vois, de mettre des logiques de bot, puisqu'en fait, le bot va s'adapter aussi à tous les canaux de communication. Donc voilà, nous, ce qu'on vise là-dessus, c'est tout simplement de pouvoir proposer des expériences qui correspondent à nos clients, mais également aussi de leur apporter de l'autonomie. Et donc, quand Il y a tu aussi, parles… Vas-y, dis-moi. vas-y, ce Et que donc, j'allais dire, il y a aussi le sujet, tu vois, on parlait de WhatsApp, des chats, etc. Il y a un phénomène qui arrive un peu en rouleau compresseur sur ces canaux-là, c'est la messagerie vocale. Est-ce ouais. que vous avez là-dessus des utilisateurs, des personnes qui viennent vers votre service client ou même en avant-vente Ouais. avec des messages vocaux? Comment vous les traitez par rapport à ça? Est-ce qu'il y aura une place par rapport à l'IA demain là-dessus aussi? Ultra bonne question. En vrai, c'est marrant. On a été un des premiers chats à proposer du message vocal. En revanche, le message vocal était uniquement envoyable, si je puis dire, sur une action de l'opérateur. C'est-à-dire, moi, opérateur de service client, je peux envoyer un message vocal à mon client. Sur certains pays, c'est très courant. Et donc là, la semaine dernière, on a offert la possibilité aussi aux personnes qui sont sur un site web de pouvoir envoyer un message vocal. À savoir qu'on le supportait également aussi depuis WhatsApp, depuis Insta, depuis Messenger, qui sont en fait des fonctionnalités entre guillemets basiques aujourd'hui en termes de comportement. Parce que nous, on pense qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent parler aux entreprises de la même façon qu'ils parlent avec leurs potes. Et donc, où réside l'intérêt de l'IA ici? C'est qu'il va être capable de transformer le message vocal en texte, ce qui va éviter une perte de temps à l'opérateur, parce qu'on connaît tous, on a tous des amis qui sont des spécialistes du podcast en message vocal et qui ont tendance à t'envoyer des messages de 4-5 minutes et sans Et vous- forcément penser, tu sais, au temps que tu vas devoir passer à écouter le truc, quoi. Donc voilà, nous, on a mis ça en place et ça va permettre c'est une des grosses fonctionnalités d'IA qui arrive dans les semaines à venir chez Crisp, ouais, et pour tous les utilisateurs. Trop bien, excellent. Bah, merci pour ta réponse. On a parlé de beaucoup des canaux qui étaient en dehors du produit, mais il y a aussi le produit en tant que tel. Crisp, le logiciel, est un canal en tant que tel. On peut le Ouais. transposer pour les sociétés de services comme par exemple Make the Grade. Notre produit, bah, c'est notre manière de délivrer, etc. Donc en tout cas, si on garde cette logique de produit ou de service, qu'est-ce que tu amènes ici? Qu'est-ce que vous faites chez Crisp pour sublimer et orienter une bonne expérience client? Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Celles qu'on peut détailler, c'est notamment le design d'expérience qui est essentiel à mon avis. Et bien évidemment, aussi quand tu fais du service, bah, proposer des expériences qui soient faciles, de la prise de rendez-vous jusqu'à la signature du contrat. Bah, comment faire en sorte que ça soit fluide et simple et que tu ne doives pas imprimer 3 feuilles et devoir signer et mettre un coup de tampon, quoi, tu vois. Exactement. Donc nous, on réfléchit de la même façon. On veut faire en sorte que les gens qui viennent chez Crisp se disent, mais c'est trop facile d'utiliser leurs produits en fait. Et on réfléchit également aussi et on nourrit cette réflexion par de la data. Et on vient se dire, bah, on a tout le temps beaucoup de questions par rapport à la modification de la couleur de la chatbox, par exemple. Et plutôt que à chaque fois d'envoyer l'article de FAQ, et ben en fait, on s'est dit, on va l'ajouter dans le processus de création de compte. Ce qui nous a permis, du coup, de réduire le nombre de questions liées à la personnalisation du widget de l'ordre de 98%. Ce qui est énorme, tu Ok. vois. Parce que du coup, ça soulage tes équipes. Elles n'ont plus à répondre à ces questions qui ont peu de valeur ajoutée au final, parce que c'est tout bête. Et d'un autre côté, ça rend ton client aussi beaucoup plus efficient, parce qu'immédiatement, quand il inscrit, quand il ajoute le chat sur son site, bah, c'est la bonne couleur.
Donc, du coup, c'est cool. Vous rendez Donc, pour récapituler, vous rendez tout le plus simpliste possible et personnalisable aussi. C'est-à-dire que c'est un mélange entre de l'autonomie et puis de l'intuitivité, c'est ça? Mais pour te donner, ouais, tout à fait. Pour te donner un ordre d'idée, c'est tellement simple de créer un compte chez nous que en fait, moi, je le mesure même plus aujourd'hui. Je suis incapable de te donner le coût d'acquisition d'un nouvel utilisateur parce que en soi, ça ne représente aucun effort. En revanche, je vais Ouais, être capable de te parler des coûts d'activation qui, eux, sont ouais, beaucoup plus demandeurs d'investissement dans l'entreprise, tu vois. Parce qu'il va falloir aller ajouter le chat sur un CMS, parce qu'il va falloir aller modifier le code du site web, parce qu'il va falloir aller connecter Instagram, WhatsApp et Messenger, qui nécessitent des droits d'administration spécifiques sur les pages en question, etc., etc. Donc, c'est des évolutions qui sont en train de prendre et qui sont intéressantes. Ouais. Mais voilà, la personnalisation de l'expérience, tu sais, on dit souvent qu'on n'a pas souvent, on ne peut pas faire deux bonnes premières impressions ou deux mauvaises, je ne sais plus trop comment on dit ça là. Mais ouais, je on a pense que la première impression est essentielle. Et du coup, c'est pour ça que nous, sur la première impression, on essaye vraiment de faire en sorte que ce soit fluide et simple à prendre en main. Alors, encore une fois, on n'est pas parfait et on a plein de choses à améliorer et on est conscient. Mais en tout cas, sur l'aspect création de compte, on pense qu'on fait ça plutôt bien et toujours dans une logique d'accompagnement, puisque là, sur le screenshot que tu as mis, on ne le voit pas, mais sur cette page-là, on a aussi un bouton besoin d'aide. Et ça, c'est quelque chose qui vient nourrir aussi à chaque fois notre produit. C'est que peu importe l'écran sur lequel tu te trouves, tu as facilement la possibilité d'accéder à une catégorie d'articles qui va te guider dans ton parcours client. L'idée, encore une fois, de t'apporter de l'autonomie, parce que nous, on pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le do-it-yourself est quand même vachement plus valorisant et que pouvoir faire les choses par toi-même, c'est plus satisfaisant que d'être assisté par quelqu'un qui va te dire voilà A plus B plus C, comment faire. Donc, vous combinez votre produit et son intuitivité dans l'expérience client à vos contenus inbound et vous faites des passerelles entre les deux. Et puis, l'idée, c'est que l'utilisateur soit le plus autonome possible. Et l'effet levier, c'est qu'un utilisateur autonome qui utilise un produit dont il a besoin et qui est simple sera un utilisateur actif, ce qui est votre North Star métrique, c'est-à-dire c'est le nombre d'utilisateurs actifs mensuels que vous regardez pour piloter votre croissance, anticiper des éventuels churn, etc. C'est ça? Ouais, tout à fait. On abordera l'aspect KPI par la suite, mais il y a des enjeux de segmentation qui sont essentiels aussi après. Ok. Eh ben, écoute, tu as très bien fait la bande passante avec notre dernier point. Parfait. C'est quoi les statistiques sur lesquelles on s'appuie pour bien suivre et piloter son développement des revenus et son expérience client? Donc, on en a listé 6. C'est noté ici. Bon, l'idée, c'est pas de lire la slide bêtement, mais c'est plutôt que tu nous indiques un petit peu ton retour d'expérience sur le sujet. Qu'est-ce que vous utilisez comme indicateur, comme KPI chez Crisp pour vous persuader que vous allez dans le bon sens ou voir, là, on est en train de se planter, faut qu'on pivote, faut qu'on itère? Moi, ce que je regarde le plus, c'est du coup le nombre d'activations par semaine, segmenté par donc nouveaux utilisateurs actifs, nombre d'activations, nombre de nouveaux utilisateurs actifs, segmenté par région. Parce qu'en fait, moi aujourd'hui, je traque des régions. Donc, je vais traquer les pays anglophones, je vais traquer les pays d'Asie du Sud, je vais traquer les pays hispanophones et puis je vais traquer la région Europe. Ok. Ça va être essentiel. Et donc, en fait, cette segmentation géographique, elle va également aussi avoir lieu sur le nombre de paiements réalisés. Parce qu'en fait, ça te donne un état de santé du nombre de nouveaux clients. Si tu as en fait un nombre de paiements, de factures qui sont valides en augmentation, ça veut dire que du coup, tu as gagné plus de clients payants que le mois dernier. Ouais, Donc d'accord. ça aussi, c'est un indicateur essentiel pour moi. Ok. Et donc, si on se rapproche un peu de l'omnicanalité, trois éléments essentiels à suivre aujourd'hui, c'est le taux de contact. Donc, en fait, c'est le ratio tout bête entre le nombre de personnes qui viennent sur ton site ou sur ton produit et le nombre de personnes qui te contactent. Le NPS qui est aujourd'hui quelque chose d'assez standard dans l'économie.
Ouais, pour ceux éventuellement qui n'auraient pas l'acronyme, donc NPS pour Net Promoter Score, sur une échelle de 1 à 10, monsieur ou madame la cliente, dites-nous à quelle hauteur vous êtes satisfait de notre service ou produit. Et puis, bah, donnez-nous un peu de verbatim par rapport à ce contexte-là. Merci beaucoup. Donc, ça, va être ça sur quoi on peut s'appuyer. Voilà, et puis finalement le CSAT, qui est en fait le score de satisfaction client, alors qui lui est mesuré à chaque interaction avec la marque. Et donc ça, c'est intéressant, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Taux de contact, il ne se mesure pas forcément de façon répétitive. Enfin, il n'y a pas, je veux dire, de temporalité dédiée, mais c'est intéressant de le mesurer pour voir s'il y a une évolution par rapport aux actions qu'on a pris en compte par le passé. Le NPS score, bah, idéalement, il vaut mieux le mesurer sur des événements clés. Donc, peut-être un onboarding réussi ou au contraire un onboarding échoué. Et également, peut-être aussi un paiement de facture réalisé. Et enfin, le CSAT, lui, va être mesuré à chaque interaction client. Donc, que ça soit, par exemple, une venue en magasin ou que ça soit un contact avec le support ou avec les équipes commerciales également aussi en avant-vente. Ça permet en fait de savoir ce qui se passe à chaque interaction et d'avoir une note globale du coup de l'expérience client pour te permettre de te dire bah, là, en ce moment, on est bon ou au contrario, on n'est pas bon. Ouais. Et tu as des exemples de canaux que vous étudiez en parallèle des uns des autres par rapport au CISAT? Bah, nous, sur Crisp, on mesure le CSAT sur tous les canaux de communication qu'on a connectés à notre boîte de réception. Ok. Donc, on mesure le CSAT sur le chat et sur l'email. Et donc, à chaque fois qu'on a un contact, que ce soit commercial ou marketing ou support, par exemple, ou même RH d'ailleurs, enfin, en Ouais. fait, tout, département confondu, automatiquement, on a une demande qui est envoyée a posteriori, ce qui nous permet après de faire des statistiques hebdomadaires, mensuelles, annuelles sur la note globale. Donc, c'est une note de 1 à 5, tu sais, les étoiles, avec la possibilité de laisser un petit commentaire. Et donc, ça te permet après de faire des stats, ouais. Ok, ok, ok. Et est-ce que la mécanique de calcul de ces fameuses 5 étoiles, vous la maintenez à jour et vous l'itérez au fil de l'eau, ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez figé, vous avez construit en mode projet à un moment donné et vous n'avez plus à revenir dessus? Comment vous l'avez boutiqué en interne? Non, non, ouais, tout à fait. C'est vraiment quelque chose de très simple, hein. 1 étant la pire note que tu puisses avoir, 5 étant la meilleure. Et puis, nous, on a mis en place derrière une logique d'automatisation où à chaque fois qu'on a une note inférieure à 4, on a une alerte sur Slack qui est envoyée avec le lien vers la conversation qui a été mal notée pour que immédiatement, en fait, on prenne le relais et qu'on essaye de sauver la situation, quoi. Et vous le faites avec quel outil? C'est directement dans Crisp et vous utilisez votre Ouais, fonctionnalité pour vous? Ouais, c'est super. exactement. Donc en fait, c'est hyper activable pour le coup, ça. Donc, Oui. ok, top. Bah, super. Et bah, par rapport à ça, je te propose de conclure sur la partie présentation. On a débordé un peu, mais c'est super intéressant. Oh là! Ah, je crois que je suis, heu, je suis tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, on va prendre les questions du coup, sans filer. Allez, c'est parti. Je vous laisse, poser vos questions. C'est bon, tu es de retour, Je Simon? suis de retour. Écoute, mon Google a craché. C'était pas une fausse manip. Mais voilà, je voulais te faire un petit coup de poker pour terminer, tu vois. Voilà. Bah, Donc, et je pense que je me suis pas trop mal sorti là. Tu vois, j'ai passé le slide et j'ai commencé à pouvoir répondre aux questions. excuse-moi, mais en tout cas, tu vois, Livestorm, c'est hyper intuitif. Donc, on va pouvoir effectivement passer aux questions et réponses. Je vais, Merci Guillaume. je vais faire monter Maud directement sur scène. Voilà, qui ne va pas tarder. Et voilà. Bonjour. Coucou Salut. Maud. Ben, merci de nous rejoindre. Eh ben, écoute, on est tout oui, Maud. Dis-nous quelles ont été les questions. On y répond avec plaisir, Antoine et moi. Ouais, alors tout d'abord, une première question de Guillaume. Est-il possible de centraliser les messages avec les réseaux sociaux sur Crisp, LinkedIn et Twitter notamment?
Yes, alors deux gros sujets. Nous, aujourd'hui, on est une plateforme qui centralise les messages des entreprises, pas des particuliers. Donc ça, c'est important de le savoir. Et aujourd'hui, malheureusement, LinkedIn ne propose pas de messagerie pour les entreprises, que des messageries pour les personnes, les entités. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir proposer. Ensuite, Twitter actuellement est au centre d'une assez forte polémique et de beaucoup de changements suite au rachat d'Elon Musk. Et vous avez sûrement entendu parler des problématiques liées aux tarifications appliquées par l'API de Twitter. Donc, nous, on le proposait historiquement de pouvoir récupérer les DM Twitter. Pour le moment, on n'est pas capable de se projeter parce que personne ne sait ce qui va être demain. Donc, on est un peu dans l'expectative. Mais idéalement, oui, Twitter, on aimerait beaucoup le proposer. Ouais. Ouais, en tout cas, effectivement, avoir une inbox qui centralise tous les canaux et tu as juste à dépiler les différents messages entrants pour ton talent qui est au service client, au succès client, c'est vraiment du pain béni. Ça fonctionne très, très bien. C'est vraiment l'idée, ouais. Pour le faire, ils ont cette fonctionnalité-là aussi. Mais Crisp, si vous avez ça, c'est vrai que c'est un must-have. Ok, merci beaucoup. Une autre question. Quel est le point d'entrée privilégié par Crisp dans sa stratégie d'acquisition de leads? Alors, si on reprend un peu l'historique, en fait, c'était notre boucle de croissance, puisqu'en fait, historiquement, sur la chatbox utilisée par nos clients, on avait une marque qui disait, bah voilà, ça fonctionne grâce à Crisp. Ça, c'était le canal d'acquisition numéro 1. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est le référencement naturel. Et donc, on a travaillé la visibilité de notre site dans différentes langues, ce qui nous permet aujourd'hui de représenter 40% du nombre de nouveaux comptes créés. Ça provient du référencement naturel. On va avoir ensuite 30% qui viennent de la chatbox. Donc, vous voyez, ça reste quand même un canal d'acquisition prédominant et prépondérant. Et après, on va avoir tout ce qui a trait au referral. Donc, referral, ça va être le trafic généré par des articles de blog vers Crisp. Okay. Et on peut mettre là-dedans les ads également aussi, qui commencent à prendre de plus en plus de poids. Et le social, ouais, qui reste un peu faible encore à l'heure actuelle. J'allais poser la question des ads. Vous utilisez quel canot dans les ads si on va dans cette approche chirurgicale? Vous êtes sur du search, vous êtes sur du, je sais pas, du LinkedIn, Twitter, autre. Vous exploitez quoi? Ouais, on fait que du Google Ads pour le moment. Ok. On fait que du Google Ads. C'est pour des raisons de performance, en fait, parce que Google Ads, c'est ce qui demande, entre guillemets, le moins d'efforts. Ouais. Les créas sur Facebook sont quand même particulièrement exigeants, d'autant plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est un choix que moi je fais. Je préfère scaler un canal et le saturer, et après ouvrir un autre, quitte à externaliser le précédent. Mais voilà, j'ai besoin de comprendre et de savoir faire les choses avant de pouvoir me dire que je peux passer par un prestataire pour la suite. Très clair, super. Merci beaucoup. Donc, une autre question de Aristide qui demande Chris prévoit-il de développer un plugin ChatGPT? Yes, en fait, c'est déjà le cas. Ouais. On l'a sorti en novembre dernier. On était les premiers sur le marché dans le monde à sortir une intégration ChatGPT. Et donc aujourd'hui, tu peux le faire. Le problème, c'est que c'est pas très qualitatif en fait en termes d'expérience client et de service client, parce que ChatGPT, il se base que sur des données qui sont publiques. Et du coup, les 3/4 du temps, en fait, ils n'ont pas la connaissance métier de ton entreprise. Donc du coup, tu perds de la qualité en termes de réponse. Donc oui, tu vas gagner en productivité, mais tu vas perdre en qualité de réponse, et tu vas peut-être frustrer tes utilisateurs en leur apportant des réponses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont demandé. Donc c'est pour ça que nous, on est en train de développer notre propre modèle d'IA pour venir solutionner ces problèmes. Ce sera un modèle qui sera nourri par l'historique des conversations déjà présentes sur Crisp. L'idée étant d'apporter un assistant virtuel aux équipes de support client pour les rendre plus efficaces et de prouver que l'IA et l'humain peuvent travailler ensemble et qu'ils sont bien complémentaires. Et vous savez faire quand vous voulez rendre ça disponible pour vos utilisateurs? C'est déjà en bêta sur notre propre boîte de réception.
Aujourd'hui, on est face à des enjeux de scalabilité du modèle, parce qu'entraîner des modèles d'IA, c'est très, comment dire, gourmand en performance et donc en coût, puisqu'il faut des cartes graphiques très puissantes. Et donc aujourd'hui, on est en train d'essayer d'arriver à des modèles extrêmement compressés pour pouvoir les faire tourner sur des infrastructures qui correspondent à nos modèles de coût et par la suite de pouvoir les ouvrir au plus grand nombre. Ok. Donc on espère pouvoir annoncer ça en juin. Ça semble compliqué. En revanche, on va lancer ça prochainement. Ouais. Ok, donc quand même dans l'année. Ouais, même ouais, si c'est pas en juin, ce sera en septembre, quoi, tu vois. Ok, donc c'est imminent quoi qu'il arrive. Super. Ouais. Merci beaucoup. Et donc, une petite dernière question. Est-ce que le click and collect peut rentrer dans une stratégie omnicanal? Ok, donc Bah ouais, tout à fait. Et c'est même plutôt intelligent parce que ça force les gens à venir en magasin. Moi, je sais que j'ai testé ça chez Saint-James, pardon. Et c'est plutôt malin parce que du coup, ça si en fait les équipes en boutique sont, je pense, invitées ou intéressées, ça peut être un moyen malin d'augmenter la vente additionnelle sur une expérience en ligne. Donc malheureusement, aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui invitent justement les vendeurs en boutique physique à engager avec les personnes qui viennent juste chercher un colis. Alors qu'en fait, c'est le meilleur moyen que tu as de faire de la vente additionnelle, quoi. La personne, elle est dans ta boutique, tu n'as plus, entre guillemets, qu'à délivrer, d'autant plus que tu sais ce qu'elle a déjà commandé. Donc, tu as déjà une idée potentielle de ce qui pourrait l'intéresser aussi. Donc, c'est évidemment un point à prendre en compte dans une stratégie omnicanal. Il y a plein d'outils sur du e-commerce aujourd'hui qui permettent de gérer ça. Le Shopify POS, par exemple, et tout un tas d'autres solutions sont des solutions très adaptées pour permettre de mêler à la fois expérience en ligne et expérience physique. bah, super, merci pour ta réponse, Antoine. Le e-commerce, c'est moi ma spécialité, donc tu as tout dit, je vais pas compléter pour cette fois. Merci pour tes questions, Maude. Si vous avez d'autres questions que vous souhaitez poser, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur LinkedIn, on y répondra avec grand plaisir. Yes. On va vous envoyer sûrement demain le replay que vous aurez au chaud de cet échange, ainsi que le support présentation. Il y a pas mal d'informations dessus, donc vous aurez accès à tout ça. Antoine, j'ai été ravi de t'accueillir. Super. C'était trop cool, merci Simon. J'ai bu tes paroles, incroyable. On se revoit dans l'écosystème breton, sûrement un de ces quatre. Et puis, avec plaisir. Merci à toutes et tous d'avoir participé. On se retrouve le mois prochain pour un autre webinaire et je vous donnerai le sujet sur LinkedIn dans les prochaines semaines. Voilà. Bonne journée à tous.